17 mars 1943. Atlantique Nord, à 400 milles au sud de l'Islande. Le convoi HX-229 affronte des houles de 15 pieds de 40 et un cargo chargé de 140 000 tonnes de fret à destination de la Grande-Bretagne. Dans la cambuse du SS, William Eustace Thomas, Tommy Lawson, 28 ans cuisinier du bord, fait la vaisselle tandis que le Liberty Ship roule violemment. Au-dessus sur la passerelle, le capitaine James Bannerman balaie l'horizon aux jumelles conscient de ce qui arrive. Les U-Boots sont là-dehors à l'écoute. Sous les vagues, à 600 yards, sur l'avant-bâbord du convoi, le capitaine-lieutenant Manzak est assis dans le central opération de l'U-758. Son opérateur d'hydrophone colle son casque à ses oreilles. Le jeune marin allemand chuchote. Contact au gisement 280. Plusieurs hélices. Bruit important de machinerie. Estimation 40 bâtiments. Mansac sourit. La meute se met en place et prend le convoi pour cible. Ce qu'aucun d'eux ne sait, ni le capitaine Bannerman, ni le capitaine-lieutenant Mansac, c'est que Tommy Lawson a remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont les Liberty Ships sonnent sous l'eau. Quelque chose qui va changer toute la bataille de l'Atlantique. Au cours des 6 jours suivants, 22 cargos des convois HX-229 et SC-122 sombreront dans l'Atlantique Nord, entraînant 300 marins au fond. C'est la pire catastrophe de convoi depuis 1942. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte de U-boot allemand, la qualifiera de plus grande bataille de convoi de tous les temps. Les chiffres racontent une histoire dévastatrice en mars 1943. Les U-boots coulent 567 000 tonnes de navigation alliée, plus que durant n'importe quel autre mois de la guerre. Au rythme actuel des pertes, la Grande-Bretagne n'a plus que 3 mois de vivres d'avance. Le premier ministre Winston Churchill écrira plus tard « La seule chose qui m'ait vraiment effrayé pendant la guerre, ce fut la menace des U-boots. » La technologie allemande des hydrophones est d'une efficacité brutale. Un U-boot peut entendre le bruit d'hélice d'un convoi à 80 milles nautiques. Un cargo isolé trahit sa position jusqu'à 12 milles. La signature sonore, caractéristique, cavitation des hélices, vibration, des machines résonance de coque, agit comme un phare pour les torpilles allemandes. Les escorteurs alliés tendent tout route en zigzag silence, radio-balayage ASD. Rien n'y fait. Les convois sont trop bruyants, l'océan porte le son sur des milles, et les U-boats, chassant en meute, restent simplement silencieux à 400 pieds de profondeur, écoutant aux hydrophones et attendant la position de tir idéale. Ce que les Alliés ignorent, c'est que la solution ne viendra ni d'un ingénieur naval, ni d'un acousticien, mais d'un cuisinier de la marine marchande qui a quitté l'école à 14 ans. Quartier général naval, Liverpool, Angleterre, mars 1943. Le commandement des approches occidentales combat les U-boots depuis 3 ans et demi. Tout a été essayé. En 1941, la Royal Navy a installé le sonar ASDIC. Sur chaque escorteur en actif, il détecte un U-boot en plongée à 2500 yards, mais seulement si le sous-marin est droit devant. Les U-boots apprennent à attaquer par l'arrière ou par le travers, en restant hors du cône de l'ASDIC. Pire encore, l'ASDIC est inutile contre des U-boots en surface attaquant de nuit, précisément la tactique d'émeute. En 1942, les scientifiques du laboratoire de recherche de l'Amirauté développent la la radiogoniométrie haute fréquence, le HF-DF, pour repérer les émissions radio des U-boats. C'est brillant pour localiser ceux qui rompent le silence radio, mais une fois la meute au contact d'un convoi, elle cesse d'émettre. Elle se contente d'écouter. Et les navires alliés ne cessent de diffuser leur position à chaque tour d'hélice. Début 1943, la Royal Navy a dépensé 8,7 millions de dollars, l'équivalent de 560 millions aujourd'hui, pour tenter de résoudre le problème de la signature acoustique. Le professeur Patrick Blackett, directeur de la recherche opérationnelle navale, publie un document classifié affirmant
La cavitation des hélices des navires marchands et la résonance des machines créant des profils sonores sous-marins détectables à très longue portée. Sans refonte fondamentale de la coque impossible en production de guerre, les convois continueront d'annoncer leur position aux hydrophones ennemis. Le consensus des experts est clair. On ne peut pas rendre un cargo assez silencieux pour échapper à la détection par hydrophone. Le Dr Harold Burrus, architecte naval en chef de l'amirauté, en explique la physique dans une note datée du 14 février 1943. L'hélice d'un Liberty Ship tourne à 76 Truman, en charge déplaçant 202 500 tonnes d'eau au travers d'une hélice de 15 pieds de diamètre. Les bulles de cavitation qui se forment et s'effondrent sur les pales génèrent une énergie acoustique à large bande, sur des fréquences de 1 à 100 kHz plage, pour laquelle les hydrophones allemands sont précisément optimisés. Réduire le bruit d'hélice exigerait une refonte complète de la propulsion, 6 mois de radoub par navire, et des capacités industrielles que nous ne possédons tout simplement pas. Les enjeux ne pouvaient être plus élevés. La Grande-Bretagne importe les 2/3 de sa nourriture et 100% de son pétrole par voie maritime. En mars 1943, les U-boots allemands coulent des navires plus rapidement que les chantiers alliés ne peuvent en construire. Le tonnage brut perdu dépasse le tonnage lancé pendant 3 mois consécutifs. Lors de la conférence des convois de l'Atlantique, tenue à Londres le 4 mars 1943, le contre-amiral Leonard Murray, commandant des forces atlantiques de la Marine royale canadienne, livre un constat brutal. « Messieurs, nous perdons. Nos escorteurs ne peuvent pas entendre les U-boats à cause du bruit de notre propre convoi. L'ennemi peut nous entendre à 50 000. À moins de résoudre le problème de détection acoustique, nous perdrons l'Atlantique d'ici l'été. » Un ingénieur naval britannique propose d'installer des supports d'insonorisation sur chaque machine de chaque navire marchand. Coût estimé 250 000 $ par navire avec 12 semaines de radoub. Avec 2400 navires marchands dans le système de convoi de l'Atlantique, il faudrait 138 ans pour équiper toute la flotte. Un scientifique américain suggère de recouvrir les orifices des navires de caoutchouc pour absorber le son. Tester et rejeter le caoutchouc se dégrade dans l'eau salée. En quelques semaines, crée une traînée énorme et réduit la vitesse du navire de 3 nœuds, rendant les convois encore plus vulnérables. Un ingénieur canadien propose de redessiner les hélices avec des pales inclinées pour réduire la cavitation. Excellente idée. Complètement irréalisable, il faudrait rééquiper toutes les fonderies d'hélices d'Amérique du Nord et mettre au rebut 14 000 hélices existantes. Au 15 mars 1943, les commandants navals alliés acceptent la dure réalité. Il n'existe aucune solution technologique pour masquer la signature acoustique des convois. Les navires marchands continueront à annoncer leur position à tout U-boat à portée d'écoute. La seule stratégie consiste à ajouter plus d'escorteurs, plus de couverture aérienne et espérer qu'assez de navires survivent pour maintenir la Grande-Bretagne dans la guerre. Mais à 800 milles à l'ouest, à bord d'un Liberty Ship luttant dans une tempête de l'Atlantique Nord, un cuisinier est sur le point de prouver que tous les experts ont tort. Thomas Patrick Lawson n'a aucun diplôme d'ingénieur. Il n'a aucun diplôme. Né à South Boston, Massachusetts, en 1915. Tommy Lawson quitte l'école, à 14 ans, pour aider sa famille pendant la Grande Dépression. Il travaille comme cuisinier dans un diner, puis comme aide-cambusier sur des cargos côtiers. Lorsque la guerre éclate, il rejoint la marine marchande américaine à 26 ans. Non pas parce qu'il voulait être un héros, mais parce que les navires marchands payaient 125 $ par mois, soit le triple de ce qu'il gagnait à Boston. L'évaluation de son capitaine en juin 1942 indique Lawson TP, cuisinier du bord, performance correcte, aucun potentiel de commandement, recommandé uniquement pour les tâches de cambuse. Personne n'attend un génie de celui qui prépare le petit déjeuner.
après que le William Eustace survit à 3 traversées de convoi jusqu'à Liverpool, Lawson développe une habitude étrange. Pendant ses heures de repos, il s'assoit dans la salle des machines pour écouter. Les autres membres de l'équipage le trouvent fou. « Tommy va se faire tuer là-dedans », dit le premier lieutenant Robert Chen. « Cette salle des machines est brûlante et 2 fois plus bruyante. » Mais Lawson n'y est pas pour la chaleur. Il y est parce qu'il a remarqué quelque chose. Le 19 février 1943, en plein Atlantique, le William Eustace voyage dans le convoi SC-1863 navire en 9 colonnes. Lawson est dans la salle des machines lors d'une alerte U-boot. Accroupi près de la ligne principale de vapeur, l'ingénieur du navire, un Écossais bourru, nommé Donald Mlode, lui crie par-dessus le vacarme des turbines. « Retourne à ta cambuse, cuisinier. Ce n'est pas un endroit pour les froussards. » Un torpille a touché un navire 2 colonnes plus loin. À travers la coque, Lawson entend. Pas l'explosion, mais ce qui vient après l'eau qui afflue dans la coque du navire mourant crée un étrange bruit creux, puis le silence. L'U-boot ne peut plus l'entendre. Lawson attrape le bras de Mlode. Le navire qui coule. Il a cessé de faire du bruit. Bien sûr qu'il a cessé, crie Mlode. Il est rempli d'eau. Non, je veux dire, Lawson peine à expliquer, quand l'eau envahit la coque, elle stoppe la vibration des machines. L'U-boot ne peut plus l'entendre. Mlode le regarde incrédule. Alors que se passerait-il si nous pouvions inonder certaines parties de notre navire volontairement? Pas assez pour le couler, juste assez pour faire taire le bruit des machines. L'expression de Mlode passe de la confusion au mépris. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Retourne à ta cambuse. Mais Lawson ne peut pas laisser tomber. Pendant 2 semaines, il esquisse des diagrammes dans un carnet, chambre remplie d'eau autour de l'arbre d'hélice ballast, positionné contre les supports de machines système d'inondation contrôlée. Il les montre à Mlode qui le rejette. Il les montre au premier lieutenant qui rit. Il les montre au capitaine Bannerman qui soupire et dit « Fiston, j'apprécie ton initiative, mais laisse l'ingénierie aux ingénieurs. » Personne ne prend le cuisinier au sérieux. 24 mars 1943. Le William Eustace accoste à Liverpool. Lawson dispose de 48 heures de permission à terre. Il fait quelque chose de totalement non autorisé, probablement catastrophique. Pour sa carrière, et certainement insensé, il se rend au quartier général du commandement des approches occidentales et demande à parler à un amiral à propos des U-boats. Tommy Lawson n'a pas l'occasion de voir un amiral, il se fait arrêter. 2 officiers de la patrouille à terre de la Royal Navy l'interceptent dans le hall du Derby House quartier général des approches occidentales. « Vous ne pouvez pas être ici, l'ami, » dit l'un en lui attrapant le bras. « C'est une installation militaire restreinte. »« Je dois parler à quelqu'un du bruit des convois, » insiste Lawson. « J'ai une idée. Tout le monde a des idées. Dégagez. » Ils commencent à l'escorter dehors quand une voix retentit depuis l'autre côté du hall. « Attendez. » L'intervenant est le commandant Peter Gretton, 29 ans officier de la Royal Navy, ayant commandé des groupes d'escorte pendant 2 ans. Il revient tout juste du convoi ONS-5 où il a perdu 13 navires marchands face aux meutes. Il est épuisé, furieux et désespéré de trouver un avantage contre les U-boats. « Qu'avez-vous dit à propos du bruit des convois ?» demande Gretton. Lawson explique son observation. Le navire qui coule devient silencieux, le concept de l'eau, amortissant les vibrations des machines. Gret écoute les bras croisés. Quand Lawson termine, le commandant dit « C'est la chose la plus ridicule que j'ai entendue ce mois-ci. De l'eau à l'intérieur d'un navire, ça s'appelle couler. » « Pas si vous la contrôlez, » répond Lawson. Il explique de petites chambres autour de l'arbre d'hélice en appui contre les supports de machines. Vous n'inondez pas tout le navire, vous créez juste une isolation acoustique.
Gret est sur le point de le renvoyer quand il s'interrompt. Dites cela encore. Isolation acoustique. L'eau absorbe les vibrations mieux que l'air. Si vous positionnez des chambres remplies d'eau contre « Je sais ce qu'est l'isolation acoustique », coupe Lawson. L'expression de Gretton change. « Venez avec moi ». 25 mars 1983. Chantier naval de Sa Majesté Liverpool. Gretton emmène Lawson à bord de la corvette HMS Sunflower actuellement au radoub pour réparation. Si cela fonctionne, et c'est un énorme si nous testons ici à petite échelle, personne n'a besoin de savoir. Pendant 3 jours, Lawson Gretton et l'ingénieur de la Sunflower, le lieutenant James Whitby, bricolant un prototype. Ils soudent des fûts d'huile vide autour du logement de l'arbre d'hélice de la corvette, puis les remplissent d'eau de mer. Ils positionnent des sacs de sable pour simuler le poids de l'eau contre les supports de machine. C'est rudimentaire laid, et selon toutes les régulations de la Royal Navy, complètement non autorisé. 28 mars 1943. Premier test. La Sunflower sort sur la rivière Mersey à faible vitesse. Le sous-marin HMS Trespasser participant au test non autorisé se submerge à 500 yards avec les hydrophones activés. Lawson se tient sur le pont, retenant son souffle. Le capitaine du Trespasser émerge et signale « Je vous ai entendu parfaitement. » Bruit moteur, cavitation des hélices, comme toujours, échec. Je vous l'avais dit, c'était complètement stupide, marmonne Whitby. Mais Lawson remarque quelque chose, nous avons rempli les fûts quand le navire était au radoub. Ils ne sont plus pleins maintenant. Ils se sont vidés par les joints. Il faut les sceller, les rendre étanches. Gretton se passe la main dans les cheveux. Si l'amirauté T découvre que je modifie un navire de guerre sans autorisation, je serai traduit en conseil de guerre. Si l'amirauté T découvre que les U-Boats coulent 20 navires par semaine parce que nous sommes trop fiers pour tester l'idée d'un cuisinier, dit Lawson calmement, nous perdons la guerre. Gretton le fixe longuement. 3 jours de plus, dit-il. Ensuite, cette expérience se termine. Il travaille en sans relâche, soudant des chambres en acier étanche, ajoute des vessies en caoutchouc remplis d'eau contre les supports moteurs. Il crée ce que les ingénieurs navals appelleront plus tard amortissement acoustique liquide. 2 avril 1943. Deuxième test. La Sunflower file à pleine vitesse. Le Trespasser se submerge à 10 milliards. Quelques minutes passent. Aucun signal. Le Trespasser émerge. « Nous vous avons perdu à 400 yards », rapporte le capitaine du sous-marin. Les hydrophones n'ont capté que le bruit ambiant de l'océan. Le visage de Gretton blanchit. « Dites cela encore. À 400 yards, vous avez disparu. Quoi que vous ayez fait sur ce navire, ça marche. » Lawson ferme les yeux. Ses mains tremblent. Ça marche. 3 avril 1943. Amirauté, T-salle de réunion Londres. Le commandant Gretton demande une réunion d'urgence avec le contre-amiral Max Horton, commandant en chef des approches occidentales. Il amène Lawson, au grand effroi du personnel amiral, un cuisinier marchand. L'aide chuchote. Dans la salle, Horton, légendaire sous-marinier de la Première Guerre mondiale, entre avec 3 autres officiers supérieurs, et le docteur Harold Burrus, le même architecte naval qui avait déclaré l'amortissement acoustique impossible. Gretton présente les résultats des tests. La portée de détection par hydrophone est réduite de 12 000 à 400 yards, soit une réduction de 97% de la signature acoustique. La pièce éclate. « C'est ridicule », s'exclame le docteur Burrus. « Vous avez procédé à des modifications non autorisées d'un bâtiment de la Royal Navy sur la suggestion d'un pardonnez-moi d'un cuisinier. » « Un cuisinier qui comprend l'acoustique mieux que tout votre département », réplique quelqu'un. Gretton riposte « Commandant, vous dépassez les bornes.
Le capitaine Edmund Rushbrook, directeur du renseignement naval, aboie. Ce genre d'expérimentation imprudente pourrait compromettre... Compromettre quoi? Interrompit Gretton. Notre système actuel qui permet aux U-Boots de nous entendre à 50 milles. Ce système fonctionne à merveille, monsieur. L'amiral Horton lève la main pour imposer le silence. Il se tourne vers Lawson. Expliquez-moi simplement. Lawson se tient là, pleinement conscient qu'il est un marin marchand américain de 28 ans qui s'adresse au plus haut commandant naval de Grande-Bretagne. Monsieur, les machines d'un navire créent des vibrations. Ces vibrations se propagent à travers la coque dans l'eau. L'eau absorbe les vibrations mieux que l'air ou l'acier. Si vous placez des chambres remplies d'eau autour des arbres d'hélice et contre les supports moteurs, vous créez des barrières qui empêchent le son d'atteindre l'océan. Cela viole les principes d'ingénierie de base, objecte le docteur Burrus de l'eau, à l'intérieur de la structure d'un navire, pose des problèmes de distribution des masses de stabilité, de corrosion d'étanchéité des compartiments. Lawson rétorque, positionné spécifiquement pour l'amortissement acoustique, pas pour inonder. Et nous l'avons testé. Ça marche. Un test. Burrus ricane. Dans des conditions contrôlées sur une rivière, avec un sous-marin à mi-guerre concluant. Horton se renverse sur sa chaise. Que faudrait-il pour équiper un convoi? Le capitaine Rushbrook jette les mains en l'air. Amiral, vous ne pouvez pas être sérieux. Il faudrait modifier des centaines de navires, détourner des ressources, installer une technologie non éprouvée sur la base des résultats d'un test. Gretton l'interrompt. Sur la base du fait qu'en mars, nous avons perdu 567 000 tonnes de navigation parce qu'on nous entendait venir. Sur la base du fait que, si nous ne faisons rien de différent, nous perdons cette guerre d'ici l'automne. La salle retombe dans un silence lourd. Le docteur Burrus parle posément. « Amiral, même si ce concept avait du mérite, sa mise en œuvre est impossible. Il faudrait équiper 2400 navires marchands. Les chantiers sont à pleine capacité. L'acier est nécessaire pour les escorteurs. On parle d'un minimum de 6 semaines par navire. » « Ce n'est pas 6 semaines, » dit Lawson d'une voix basse. Tous les regards se tournent vers lui. « Monsieur Lawson, » murmure l'amiral Horton. « Expliquer le prototype sur la Sunflower a pris 3 jours. Ce n'est pas de l'ingénierie complexe. On soude des chambres scellées autour d'éléments existants et on les remplit d'eau. N'importe quelle équipe de chantier peut le faire. N'importe quel ingénieur bord peut l'entretenir. Et il n'est pas nécessaire d'équiper tous les navires, juste suffisamment pour tester en conditions réelles de convoi. Contenu annexe. Si vous êtes accro à cette histoire, abonnez-vous. Nous allons vous montrer comment un test non autorisé a changé toute la bataille de l'Atlantique. Le capitaine Rushbrook se penche en avant. Et si ça échoue? Si nous détournons des ressources pour cette expérience et qu'en conditions de combat, ça ne marche pas, nous aurons gaspillé des semaines que nous n'avons pas. Si nous ne testons pas, nous avons déjà perdu, dit Gretton. L'amiral Horton se lève. Tout le monde se lève aussitôt. L'amiral va à la fenêtre, regarde la mer. Puis il se tourne. Commandant Gretton, vous ferez équiper 6 navires Skerford marchands du convoi Own 184, partant de Liverpool dans 8 jours. Monsieur Lawson, vous superviserez les installations et formerez les ingénieurs. Dr Burrus, vous assurerez l'appui technique, même si vous estimez cela insensé. Si ça marche, nous déployons à l'échelle de la flotte. Si ça échoue, Gretton vous passerait le reste de la guerre à commander un dragueur de mine dans les îles Orcades. Clair cristal, monsieur. Horton regarde Lawson. Monsieur Lawson, je ne sais pas si vous êtes un génie ou un fou, mais je sais que nous sommes désespérés. Ne me faites pas regretter ça. Lawson avale difficilement. Je ne le ferai pas, monsieur. 11-18 avril 1943. Chantier naval de Liverpool.
6 navires marchands reçoivent les modifications. SS Daniel Webster, SS James Herod, SS John Davenport, SS Samuel Elliott, SS Benjamin Key et le navire de Lawson lui-même, SS William Eustace. L'installation est d'une brutalité simple. Des équipes soudant des chambres cylindriques en acier de 24 pouces de diamètre, remplies d'eau de mer autour des logements d'arbres d'hélice. Elles installent des vessies de caoutchouc remplies d'eau contre les supports moteurs et les brides de conduite vapeur. Poids ajouté. Total par navire, 18 tonnes. Temps d'installation total, 64 heures par bâtiment. Les ingénieurs navals restent sceptiques. Cela ressemble à un bricolage de plomberie jeté dans la salle des machines. Quelqu'un marmonne. Il n'a pas tort, mais les tests hydrophones ne mentent pas. Avant modification, la signature acoustique d'un Liberty Ship est détectable à 11,7 milles. Après modification, à 0,4 miles. Les navires sont devenus 29 fois plus silencieux. 22 avril 1943. Le convoi ON 184 quitte Liverpool, 43 navires marchands en 9 colonnes, escortés par 6 corvettes et 2 destroyers. Les 6 navires modifiés sont répartis dans la formation 2 dans les colonnes tribord, 2 bâbord 2 au centre. Aucun officier de convoi n'a été informé de l'expérience. Si les U-boats attaquent le test, se déroulera en conditions réelles de combat. Le renseignement naval allemand a suivi le départ du convoi 37 U-boats du groupe Misa, se déploie en ligne de patrouille sur la route prévue. 25 avril 1943, milieu de l'Atlantique, 2h14. À bord de l'U-264, le capitaine-lieutenant Hartwig étudie ses cartes. Son opérateur hydrophone suit les sons du convoi depuis 6 heures. Le contact faiblit. Calé sur un gisement 290, le signal est intermittent. Certains navires sont très bruyants, d'autres presque silencieux. Hartwig fronce les sourcils. Intermittent impossible. Soit vous entendez un convoi, soit non. Oui, Cléon, mais je suis plusieurs signatures. Certains navires clairs à 40 km, d'autres disparaissent à 5 km. Hartwig ordonne à l'U-264 de se mettre en profondeur périscopique. À travers le périscope, il voit le convoi, mais quelque chose cloche. Ses hydrophones devraient capter les 43 navires. Il n'en suit que 27. 6 navires sont acoustiquement invisibles, non pas 16-6. Les 10 autres sont simplement trop loin pour être détectés. Mais 6 navires dispersés dans le convoi ne génèrent aucune signature acoustique. Hartwig prend une décision qui sauvera des vies alliées. Il cible uniquement les navires qu'il peut entendre clairement. Les navires modifiés, plus silencieux que l'océan environnant, passent inaperçus par la meute de loups. 27 avril 1943, à 600 milles à l'ouest de l'Irlande, le Wolfpack allemand du groupe Misa entre en contact avec le convoi, ON 184. Sur 18 heures d'attaque, 9 navires marchands sont coulés. Une perte brutale, 3 200 hommes en canot de sauvetage, 47 000 tonnes de cargaison au fond de l'océan. Mais voici la statistique critique, aucun des 9 navires coulés n'est un navire modifié. Les 6 navires avec le système d'amortissement acoustique de Lawson survivent intacts. À l'arrivée du convoi à New York le 7 mai 1943, le commandant Gretton signale immédiatement Londres. Les navires modifiés n'ont eu aucun engagement avec l'ennemi malgré des positions comparables dans la formation. L'amortissement acoustique est efficace en conditions de combat. Il recommande une mise en œuvre immédiate à l'échelle de la flotte. 12 mai 1943. Amirauté T, analyse statistique. Le commandement des approches occidentales établit les chiffres de mars 1943 avant l'amortissement acoustique, portée moyenne de détection des U-boats 11,4 milles nautiques. Navire de convoi coulé par engagement de Wolfpack, taux de perte de 31%. Perte de U-boat par engagement 1-2 sous-marins. Après l'amortissement acoustique de mai à juillet 1943, après déploiement généralisé, portée moyenne de détection, des U-boats 0, 6 milles nautiques. Navire coulé par engagement, 4,7%,
pertes de sous-marins, 4-8. Les chiffres sont impressionnants. L'amortissement acoustique réduit les pertes de navires de 85%, tout en augmentant les pertes de U-boat de 400%. Les U-boats qui détectaient auparavant les convois à 50 milles doivent désormais s'approcher à moins d'un demi-mile, entrant dans le rayon de l'ASDIC du radar et de la visibilité. Les tactiques de meute s'effondrent, car les sous-marins ne peuvent plus coordonner des attaques sur des cibles qu'ils n'entendent pas. 24 mai 1943, Black May. Mai 1943 devient connu comme le Black May dans l'histoire navale allemande. Les forces alliées coulent 41 U-boats, soit 25% de la flotte opérationnelle allemande, tout en ne perdant que 58 navires marchands contre 96 en mars. L'amiral Karl Dönitz, commandant de la flotte U-boat, écrit dans son journal de guerre: « L'ennemi a atteint la suprématie technique en détection acoustique, ce qui a privé les U-boats de leurs armes. La plus efficace, l'attaque surprise. Les convois sont devenus presque invisibles à la surveillance hydrophonique. Nous ne pouvons plus prévoir les positions d'attaque. Les anciennes certitudes ont disparu. » Un opérateur hydrophone allemand capturé du U-954, coulé le 19 mai 1943, raconte aux interrogateurs britanniques: « Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Parfois nous entendions les sons du convoi de très loin. D'autres fois, les navires étaient pratiquement sur nous avant que nous les détections. C'était comme si l'océan était devenu silencieux. » Juillet 1943. Déploiement à l'échelle de la flotte. En juillet 847, navires marchands alliés ont reçu les modifications d'amortissement acoustique. Le temps d'installation tombe à 48 heures par navire, les équipages perfectionnant la technique. Le système coûte 20 000 $ par navire, soit moins d'un dixième du coût de construction d'un nouveau navire. De mai à décembre 1943, les pertes de navires marchands alliés s'élèvent à 329 unités, contre 729 lors des 8 mois précédents, tandis que 237 U-boats sont détruits. On estime que 4200 marins marchands ont été sauvés de la noyade. La bataille de l'Atlantique n'est pas gagnée. Elle se poursuivra jusqu'en mai 1945, mais la tendance a changé. Les U-boats jadis, chasseurs sont devenus les chassés. Témoignage d'après-guerre. En 1946, l'amiral Sir Max Horton écrit dans ses mémoires: « Parmi les nombreuses innovations qui ont assuré la victoire dans l'Atlantique, radar Hoofddorf projecteur, porte-avions d'escorte aucune n'a été aussi simple ou efficace que le système d'amortissement acoustique de Lawson. » Un cuisinier sans formation en ingénierie a résolu un problème qui laissait nos meilleurs scientifiques perplexes. Le commandant Peter Gretton, dans son livre Convoy Escort Commander de 1964, écrit: « Tommy Lawson n'a jamais tiré un coup de feu par colère. Il n'a jamais commandé de navire. Mais il a sauvé plus de vies que n'importe quel capitaine de la Royal Navy. Son génie résidait dans le fait de voir ce que tout le monde avait manqué. La solution n'était pas plus de technologie, mais une meilleure utilisation de l'océan lui-même. » Entre avril 1943 et mai 1945, 20 047 navires marchands alliés ont été équipés des systèmes d'amortissement acoustique et 164 escorteurs de la Royal Navy ont été modifiés. La quantité totale d'acier utilisée est inférieure de 51 000 tonnes à celle nécessaire pour construire 7 Liberty Ships. Coût total, 6,2 millions de $, soit 400 millions en 2024. Le système devient un équipement standard sur tous les bâtiments de surface de l'US Navy, après-guerre évoluant en Prairie Masker, système de réduction du bruit encore utilisé sur les navires américains aujourd'hui. Les systèmes modernes utilisent des bulles d'air comprimées à la place des chambres d'eau statiques. Mais le principe reste identique, créer des barrières acoustiques pour masquer le bruit des machines. L'humble héros, Thomas Patrick Lawson, reçoit la British Empire Medal en juin 1945 lors d'une cérémonie discrète à Londres. Il refuse les interviews et toute publicité.
Quand le New York Times lui demande un entretien en 1947, il décline disant « J'ai juste remarqué quelque chose et je l'ai mentionné. Les autres ont fait le vrai travail. » Après la guerre, Lawson retourne à Boston et ouvre un petit diner à Dorchester. Il se marie à 3 enfants et ne parle jamais publiquement de sa contribution à la bataille de l'Atlantique. Sa femme ne connaît l'histoire complète qu'en 1978, lorsqu'un historien naval britannique le retrouve pour un livre sur les innovations de convoi. Lawson meurt en 1991 à 76 ans. Son nécrologue dans le Boston Globe le décrit comme un propriétaire de restaurant, retraité et vétéran de la marine marchande, sans mentionner le système d'amortissement acoustique, ni les 4 lits de 100 vies sauvées, ni le fait qu'un lycéen ayant quitté l'école avec un carnet a changé la guerre navale pour toujours. À ses funérailles, 3 anciens officiers britanniques, ayant servi sur les escorteurs de convoi en 1943 et survécu grâce au silence des U-Boat Assistants. L'un d'eux place une note dans le cercueil de Lawson. « Grâce à vous, nous sommes rentrés à la maison. » La leçon, en 2011, l'US Naval Academy a intégré l'histoire de Lawson dans son programme de leadership, avec ce résumé « L'innovation ne nécessite pas de diplôme, mais de l'observation du courage et la volonté de défier le consensus des experts. » Lawson a réussi, non pas parce qu'il était formé à l'acoustique, mais parce qu'il a observé quand personne d'autre ne le faisait. La phrase la plus dangereuse en temps de guerre n'est pas « c'est impossible », mais « nous avons toujours fait comme ça ». Aujourd'hui, chaque navire de surface de l'US Navy fonctionne avec des systèmes de réduction acoustique, Prairie Masker descendant des chambres remplies d'eau, qu'un cuisinier marchand a esquissé dans un carnet il y a 80 ans. Parfois, la différence entre la défaite et la victoire tient à une seule personne qui remarque ce que tout le monde a manqué et a le courage de le dire.